Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, bonsoir. Je suis désolé pour ce petit retard. Je viens de sortir de rendez-vous et j'étais un peu à la bourre. Donc, je suis arrivé le temps d'aller me faire un petit café et je suis là avec vous ce soir. Donc, merci aux 137 personnes qui ont attendu mon léger retard. Et je vous en remercie. C'est très sympa de votre part. Alors, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, bonjour. Et je suis le fondateur et président de la société Anomia que j'ai fondée avec Jérôme Thury, qui est mon associé et qui est actuellement sur ma formation Business Partner. Anomia, c'est quoi? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié au cabinet d'avocats. On intervient sur 3 sets de compétences que sont la formation business, le coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. On fait ça comment? En utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on a pu acquérir au sein des grandes écoles de commerce et au sein des entreprises dans lesquelles on a travaillé, qu'on applique à la spécificité du milieu et des cabinets d'avocats. Ok, donc ça c'est pour la présentation. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, ni là pour parler d'Anomia. On est là pour traiter un sujet qui apparemment vous intéresse, vous êtes présent, qui est la gestion des finances du cabinet d'avocats. Cette question-là, on aurait pu la traiter bien avant, mais on a décidé de ne pas le faire. Alors déjà, je vois que Séverine Arnaud est présente et qu'elle nous a demandé de traiter un sujet qui était la gestion des budgets au sein des cabinets d'avocats. C'est quelque chose qu'on abordera dans le troisième point. Mais ce soir, on va traiter ce sujet pour une simple et bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, la majorité des avocats au sein de leur cabinet vont suivre dans les petits cabinets d'avocats 3 indicateurs et dans les plus gros cabinets d'avocats, ils vont suivre 4 indicateurs. Ces 3 indicateurs sont la facturation, le recouvrement et la trésorerie. Et pour les plus gros cabinets d'avocats, ils vont suivre également leur chiffre d'affaires personnel en plus de celui du cabinet d'avocats. Aujourd'hui, ces 3 indicateurs ou ces 4 indicateurs sont très insuffisants pour développer une entreprise parce que derrière, finalement, lorsqu'on ne connaît pas le panier moyen par client, lorsqu'on ne connaît pas son coût d'acquisition par client, lorsqu'on ne connaît pas son potentiel d'investissement et qu'on ne définit pas de budget, on ne peut pas créer une entreprise d'avocats sur le long terme. Parce que quoi qu'il arrive, on va réussir finalement à vivoter, à avancer, mais on n'aura pas de vision long terme qui va nous permettre de nous dire, bah, OK, en fait, aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir mettre 100 000 euros sur la table pour recruter 2 collaborateurs, ce qui vont me permettre de faire un leverage de 2 personnes nouvelles et ce qui vont me permettre d'aller chercher un nouveau marché ou en tout cas de permettre à un de mes associés d'avoir plus de temps pour aller se développer. Donc ça, c'est vraiment ultra important de le comprendre. Donc, on va parler de différents indicateurs ce soir. Je vais les aborder de façon extrêmement générale. Dans la formation Business Partner, notamment, on les aborde beaucoup plus en profondeur sur le troisième séminaire du module 3, qui est la gestion des indicateurs de perf au sein d'un cabinet d'avocats. Mais je vais vous en parler de façon générale pour que derrière, déjà, vous ayez une big picture par rapport à ce que ça veut dire et que vous voyez un peu la pertinence de ce que ça peut avoir. Donc, ce webinaire durera à peu près une demi-heure et on va aborder 4 points principaux à l'intérieur de cette conférence. Le premier point, ça sera la gestion financière au moment de la création ou du lancement du cabinet d'avocats. Je ne voulais pas le faire, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui sont sur ce webinaire et beaucoup d'indépendants qui le sont, qui viennent de créer leur cabinet d'avocats. Donc, j'ai changé mes plans et j'ai changé mon programme. Désolé pour les associés qui sont là depuis un moment, mais je pense que c'est ultra pertinent qu'on puisse avoir un focus sur cette question. La deuxième question qui va être abordée, ça va être par rapport au modèle économique. C'est qu'est-ce que je dois suivre en fonction de mon modèle économique. Si j'ai un modèle économique avec des prestations à très haute valeur ajoutée et une très forte interaction avec le client, qu'est-ce que je dois mettre en place si j'ai une prestation en modèle économique avec une très faible interaction avec le client et une très forte automatisation? Quels vont être les indicateurs que je vais devoir suivre si j'ai une très forte interaction et une très forte production, une très forte automatisation? Et le dernier, une très faible interaction et une très faible automatisation. Qu'est-ce que je dois concrètement mettre en place et quels vont être les indicateurs forts pour chacun de ces modèles? Ça, c'est super important. Ça dépend vraiment de la viabilité de votre activité économique. C'est-à-dire que si vous vous plantez là-dessus, vous avez de grandes chances de vous casser la figure. Et donc, notre job, c'est de faire en sorte que vous ayez les armes pour que justement, vous ne vous cassiez pas la figure et que vous réussissiez à avoir de la croissance et, comme disent les start-upers, sur votre marché. La troisième chose qu'on va voir, c'est pendant la phase de développement et notamment d'acquisition, concrètement, comment est-ce qu'on va mettre en place un budget pour aller chercher de la clientèle
et que ce budget-là puisse être, entre guillemets, corrélé au panier moyen de ma clientèle. Donc, en d'autres termes, quel est le coût d'acquisition client acceptable par rapport au panier moyen de ma clientèle? Parce que, en fait, si on dépense 1 000 euros pour avoir un client qui nous paye 1 100 euros, ça veut dire qu'on va devoir avoir un budget d'investissement qui va être colossal pour une rentabilité qui va être quasi nulle, inférieure à 10% sans coûter la production. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc il va falloir qu'on comprenne comment finalement on va réussir à fonctionner. Si on a un business model où derrière on a des prestations automatisées et qu'on a un panier moyen à 1000 balles, si on arrive à acquérir des clients pour 10 euros et qu'on arrive à produire pour 190 euros, ça veut dire qu'on a 80% de taux de rentabilité par deal. C'est énorme. Et pour ça, pour pouvoir être pérenne, pouvoir évoluer, etc., il faut avoir du volume. Donc, ça veut dire qu'on va devoir mettre en place des actions d'acquisition qui vont être perpétuelles et permanentes pour réussir à ressortir ce cash-là. Donc, en fonction des modèles des cabinets d'avocats, on va voir qu'il y a différents indicateurs qui vont devoir être mis en place et qui vont devoir finalement être regardés. La quatrième chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux indicateurs de perf et notamment à certains chiffres par rapport au recrutement. Je sais que c'est une question ultra importante pour beaucoup d'entre vous. C'est OK, je fais 300 000 balles de CA, mais quand est-ce que je peux recruter? Je suis sous l'eau, je fais 100 000 balles de CA. Est-ce que j'ai les moyens de recruter? Est-ce que je n'ai pas les moyens de recruter? Qu'est-ce que concrètement ça va pouvoir m'apporter? À quel moment est-ce qu'il faut que je déclenche finalement ce processus? Ce que je vais vous donner aujourd'hui, faites attention, je mets un disclaimer dès le départ, c'est que ce sont des principes généraux, c'est-à-dire qu'on les applique nous au sein de cabinet d'avocats, mais ça veut dire qu'il faut nécessairement pouvoir vous les approprier pour les appliquer à votre activité, parce que je n'ai pas vos chiffres sous les yeux, je ne connais pas votre activité, pour certains je la connais, mais je ne connais pas l'ensemble de vos clients, vos portefeuilles, vos taux de renta par centre de profit, etc. Donc ça, super important, ne prenez pas comme étant, entre guillemets, parole d'évangile, ce que je vais pouvoir vous dire, et d'ailleurs, conseil plus général, ne prenez jamais pour parole d'évangile, parce que quelqu'un peut vous dire, confrontez-le toujours à votre réalité pour voir si oui ou non, ça va être pertinent par rapport à ce qu'on va mettre en place. Donc, j'espère que ça va vous plaire. J'ai toujours les 137 personnes qui sont présentes, donc apparemment, le programme vous intéresse, parce que pour une fois, je ne l'ai pas annoncé au préalable. Mais en tout cas, on va commencer. Donc, déjà, en ce qui concerne finalement le lancement du cabinet d'avocats, quels sont les indicateurs financiers qui vont être pertinents? Eh bien, tout simplement, ce vont être deux indicateurs. Les premiers indicateurs, ça va être le chiffre d'affaires portable que vous allez pouvoir injecter au sein de votre société immédiatement. Je prends un exemple concret, j'en vois un sur ce webinaire. Vous êtes collaborateur chez Gide en 6e année, vous facturez aujourd'hui 150 000 euros de clientèle personnelle. Est-ce que oui ou non, c'est suffisant pour vous installer? Est-ce que oui ou non, ces 150 000 euros vont être augmentés? Est-ce que la marque du cabinet est finalement dépendante du chiffre d'affaires personnel que vous allez pouvoir faire? Donc, la première question, que vous travaillez chez Gide, que vous sortiez de l'école d'avocat, que vous travaillez dans un cabinet d'avocat, vous êtes deux et que vous voulez vous installer seul, c'est la même question. C'est concrètement, en sortant de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, combien de chiffre d'affaires je vais pouvoir emporter avec moi? Cette question-là, elle est extrêmement complexe et elle est extrêmement déterminante. Parce qu'en réalité, si vous avez 30 000 balles de clientèle perso, ce n'est pas la même chose que vous en avez 150 000. Et ce n'est pas parce que vous en avez 150 000, demain, il y en aura 300 000. Et si vous en avez 30 000 aujourd'hui, que demain, il n'y en aura que 40 000 ou 50 000, vous pouvez très bien passer à 150 000. C'est-à-dire que le job que vous allez devoir faire, ça va être sur les 6 premiers mois d'exercice. Il faut que sur les 6 premiers mois d'exercice, avec les charges fixes que vous allez pouvoir avoir, vous puissiez dire, OK, si concrètement je continue avec ce chiffre d'affaires-là, je suis capable de payer mes charges fixes, excepté mon salaire. Si c'est le cas, go. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites 12 000 ou 15 000 balles de chiffre d'affaires perso à l'année, on divise ça par deux, puisqu'on parle de 6 mois, donc on va dire 7 500. Vous aurez nécessairement deux vecteurs qui vont être pertinents lors de votre installation. Premièrement, c'est que vous touchiez au préalable une rétrocession d'honoraires, vous étiez au préalable à l'intérieur d'un cabinet d'avocats dans lequel vous étiez soit associé, soit autre. Vous allez nécessairement vous libérer beaucoup de temps. Et plus vous aurez de temps pour aller faire de l'acquisition, plus votre chiffre d'affaires va gonfler à partir du moment où vous mettez en place les bonnes pratiques. Je vous invite à regarder les autres webinaires sur la spécialisation
par expertise et par secteur d'activité pour pouvoir derrière vous poser les bonnes questions par rapport à ça. Mais il est sûr et certain qu'à partir du moment où vous dégagez un temps qui est supérieur à 80% du temps hebdomadaire que vous aviez au préalable, nécessairement votre chiffre d'affaires va boomer. La deuxième chose qui va être extrêmement pertinente par rapport à votre installation, c'est ce qu'on appelle l'attraction liée à la communication sur la création d'un nouveau cabinet. Ça a un impact qui est très fort. C'est-à-dire que vous allez avoir une vague qui va s'apporter vers vous, où vous aurez des confrères, où vous aurez des partenaires, où vous aurez des potentiels prescripteurs, si vous faites bien les choses au niveau de votre installation, qui vont commencer à vous contacter en vous disant ah, super machin, on était en stage ensemble dans tel cabinet, où on s'est vu à la fac, où on a déjà travaillé ensemble sur telle activité, qui vont vous contacter et nécessairement votre chiffre d'affaires va augmenter. Donc ça, c'est ultra important, c'est-à-dire que vérifier le chiffre d'affaires potentiel que vous êtes capable d'apporter à votre création. Pour faire ça, ce n'est pas compliqué. Vous vous basez sur le chiffre d'affaires personnel que vous facturez aujourd'hui et également sur le chiffre d'affaires que vous facturez, mais que vous originez. C'est-à-dire que si vous travaillez en tant que support dans un cabinet d'avocats pour un département M&A et que derrière l'ensemble de vos deals et de votre chiffre d'affaires est opéré sur les clients du M&A, ne considérez pas que c'est du chiffre d'affaires acquis. Ce chiffre d'affaires, vous allez le perdre. Donc, considérez que le chiffre d'affaires que vous faites, c'est le chiffre d'affaires que vous êtes capable d'originer et de facturer à titre personnel. Et la deuxième chose qui va être pertinente, ça va être de travailler sur le portefeuille client du département dans lequel vous étiez, si vous étiez collaborateur au sein d'un cabinet d'avocats, pour connaître le potentiel d'entreprise qui peut partir avec vous. Et ça, il faut sonder ses clients. Si vous ne sondez pas vos clients, vous ne le saurez jamais. Et donc ça, c'est vraiment nécessaire de le mettre en place avant de partir. Faites-le de façon intelligente. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de se brouiller avec son associé, ce n'est pas de se brouiller avec les autres collabs du cabinet ou les autres indépendants avec lesquels vous travaillez dans le cabinet dans lequel vous étiez au préalable. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir contacter, entre guillemets, en sous-marin cette clientèle-là en leur disant, ben voilà, moi, Maître X, je vais créer mon cabinet pour telle raison, telle raison, telle raison. Mes objectifs, c'est ceci, ma vision, c'est celle-là, voilà ce que je veux faire et voilà ce que demain, je pourrais vous proposer. En fonction de ça, vous prenez le chiffre d'affaires que votre cabinet a facturé par rapport à votre secteur d'activité l'année dernière, vous le décotez de 30 ou 40% pour avoir une idée de ce que ça pourrait faire. Essayez de sortir les opérations exceptionnelles pour que vous ayez finalement un prix plancher que vous allez pouvoir apporter à votre nouvelle structure et que vous ne soyez pas dans la désillusion. Généralement, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous sous-estimez le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir apporter. Et donc ça, c'est une bonne chose parce que vous avez une heureuse surprise. Deuxième conseil que je peux vous donner en termes de finances, c'est que dans un premier temps, n'allez pas chercher des bureaux qui sont clinquants dans l'arrondissement, ne pas des abonnements auprès de LegalTech pour avoir de l'apport de dossiers, etc. Basez-vous sur la clientèle que vous pouvez apporter et sur le développement que vous pouvez faire sur un micro-secteur. N'allez pas chercher des charges fixes à hauteur de 4, 5 000, 6 000 euros par mois dans un premier temps. Essayez de les restreindre un maximum et au bout de 2 ou 3 mois, si vous voyez qu'il y a une traction qui s'opère et si vous voyez que vous êtes facturé par exemple, je sais pas, à 15, 20 000 euros par mois, même 10 000, c'est suffisant, 10 000 euros par mois sur les premiers mois d'exercice, notamment les 3 premiers, là vous pourrez prendre finalement des décisions pertinentes, mais n'allez pas vous mettre des charges qui vont être énormes dès le départ. Si vous mettez des charges qui sont énormes dès le départ, vous allez vous sentir loqué et ça va être extrêmement complexe de pouvoir finalement être libre d'esprit pour une clientèle qualifiée et qui vous correspond. Ça, c'est ultra important. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner par rapport à l'installation. Maintenant, on va passer sur le modèle économique. Pour ceux qui vont s'installer, c'est aussi ultra pertinent. Et pour ceux qui sont déjà installés, ça l'est encore plus. Le modèle économique du cabinet d'avocats, on en parle de nos différentes formations et on les creuse davantage. Donc, je suis désolé si vous voulez en entendre plus, il va falloir revenir dessus. Mais on distingue 4 grandes typologies de modèles. Le premier modèle, c'est un modèle où on a une forte interaction avec la clientèle et où on fait vraiment du sur-mesure pour la clientèle. C'est des cabinets, si vous voulez les illustrer, comme le cabinet Darrois, comme le cabinet Prodin Pratt, comme le cabinet Bonpoint,
comme des cabinets finalement qui vont faire un travail de conseil à très haut niveau. Je prends 3 cabinets que vous connaissez très certainement, et on existe énormément. Ce n'est pas parce que c'est les plus gros cabinets de la place en termes de facturation par avocat que finalement c'est choisi. C'est-à-dire que le job, c'est vraiment que vous imaginiez que c'est un avocat qui a une très forte interaction avec son client, donc très, 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 très fort intuitif personnel et une très forte relation avec la marque du cabinet, et qui va faire des prestations à haute valeur ajoutée, qui vont être des prestations qui vont être quasiment tout le temps sur mesure. Donc, on vient chercher ces avocats-là pour finalement du conseil stratégique, pour des éléments stratégiques pour l'entreprise, pour du conseil de dirigeant qui a un très fort impact sur lui. A contrario, vous aurez on ne peut pas faire des statuts, on ne peut pas faire des CGV, on ne peut pas faire des pactes d'actionnaires, excepté pour certaines typologies d'opérations qui vont être dans ce niveau-là. Mais à ce niveau-là, du coup, on va avoir un panier moyen par client qui va être un panier moyen qui va être très haut. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais au sein de cabinets qui ont une très forte interaction avec la clientèle et un très fort travail sur mesure, des honoraires extrêmement basses. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on aura des honoraires qui vont être très hauts et qui vont derrière nécessairement être sur un moins grand nombre de clientèles. Donc là, ce qui est nécessaire de regarder, c'est regarder le panier moyen par client et finalement la récurrence des opérations prises par ces clients sur plusieurs années. Avec ces chiffres-là, on va pouvoir avoir des projections financières par rapport aux années futures du cabinet d'avocats, mais tout ce qui va être coût d'acquisition client, c'est peu important, ou en tout cas moins important que sur un business model low cost. Et ce n'est pas une insulte, hein. Il y a plein de cabinets d'avocats qui fonctionnent sur du low cost, qui sont des très très beaux cabinets d'avocats, avec un très fort taux d'automatisation et une très faible interaction avec la clientèle. Ils s'adressent uniquement à une autre typologie de clientèle ou à d'autres enjeux au sein des entreprises. Donc là, ce qui va être pertinent dans ce premier modèle, qui est un modèle de conseil haut de gamme, entre guillemets, ça va être vraiment de voir le chiffre d'affaires récurrent que va pouvoir dépenser une entreprise au sein de l'activité et de voir si ces entreprises restent. Donc, on va parler de taux de départ ou de taux de churn, comme on pourrait parler dans le domaine startup, pour voir en fait combien de clients restent et si finalement l'entreprise arrive à grossir. Donc, sur ces cabinets d'avocats-là, vous allez avoir un très faible taux de leverage. Le taux de leverage, c'est quoi? C'est le nombre de collaborateurs ou de personnel administratif que vous avez par associé. Dans ces cabinets d'avocats-là, si je prends par exemple le cabinet d'Arrois, au sein du cabinet d'Arrois, on a 27 ou 28 associés, ils sont 80 en tout. On a un avocat associé pour 2 collaborateurs, 3 collaborateurs. Et les départements sur lesquels on a le plus de collaborateurs par associé, ce sont les départements M&A sur du large cap qui nécessitent un certain nombre de collaborateurs pour pouvoir traiter l'ensemble des dossiers. Donc ça, c'est vraiment super important. Taux de leverage, taux de churn, panier moyen par avocat. Dans un business model qui est le second, où on a une très forte interaction avec le client et on a une très forte automatisation, là, une très forte standardisation, sans parler d'automatisation qui est un terme un peu galvaudé, on va être sur un business model. Je vais vous citer le nom du cabinet d'avocats parce qu'on a un webinaire dessus, vous pouvez aller le voir. C'est d'ailleurs le thème du webinaire, il s'appelle comme ça, c'est la normalisation au service du cabinet d'avocats. C'est un avocat formidable qui s'appelle François Fagot, avec lequel on travaille depuis maintenant plus d'1 an. Lui, il a un très très beau cabinet d'avocats qui fait, alors je ne dirais pas le chiffre exact, mais entre 500 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En tant qu'opérationnel, il n'est pas le seul associé, mais il n'y a que lui qui travaille à ce niveau-là. Et il travaille avec une collaboratrice et demie. Et il arrive à sortir à La Roche-sur-Yon, donc qui n'est pas quand même un hub économique. J'espère qu'il ne m'en voudra pas si votre webinaire, mais qui n'est pas un hub économique comme pourrait par exemple l'être Paris. Il arrive à sortir ces montants-là de chiffre d'affaires. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va regarder, c'est le coût d'acquisition par client. Voir combien finalement va lui coûter le fait de pouvoir faire venir un client au sein de son activité. Et ce qui va être extrêmement important, ça va être le nombre de clients qu'il arrive à acquérir par an et également le taux de rentabilité qu'il va pouvoir sortir de chaque dossier. Donc là, finalement, lui, son job, ça va être de nouer des relations qui vont être très fortes avec la clientèle, de pouvoir être très proche d'elle. Mais par contre, tout ce qui va être acte, tout ce qui va être opération, entre guillemets, quotidienne de la société, tout ce qui va être opération exceptionnelle,
il a travaillé sur une connaissance interne, sur une normalisation de cette connaissance-là, qui fait que le temps de travail opérationnel et sur le papier qu'il peut fournir est très, très faible. Pourtant, il arrive à avoir de très beaux clients, il arrive à avoir de belles ETI, il arrive à avoir de très belles PME, parce que derrière, en gros, sa force à lui, c'est d'avoir été capable de standardiser son activité, en tout cas pour 80% d'entre elles, et de conserver le conseil à très haute valeur ajoutée, où il va finalement saupoudrer de son expertise les relations clients qu'il arrive à tisser. Donc lui, les indicateurs de performance qu'il va suivre et les indicateurs financiers ne sont pas exactement les mêmes que dans le premier modèle, où on a une très forte interaction avec la clientèle et un très fort degré de sur-mesure. Le troisième modèle que vous allez pouvoir avoir, ça va être un modèle où on a une très faible interaction avec le client et où on a un très fort travail de sur-mesure. Ça, on le retrouve dans très, 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 très peu de cabinets d'avocats. C'est-à-dire qu'on va le retrouver sur des cabinets de niche qui vont être sollicités pour un point extrêmement particulier d'un dossier où ils ne seront pas finalement le conseil principal. Je vais prendre un exemple. Par exemple, Vigier Schmitt, une partie de leur activité, et pas la globalité, qui était notamment portée par Vigier et par Schmitt, était le conseil, le conseil qui pouvait être fait au board ou au conseil de surveillance ou au directoire lors d'opérations exceptionnelles par rapport à différentes sociétés. C'était vraiment leur expertise, et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est une expertise sur laquelle ils sont extrêmement forts sur le marché, ils sont extrêmement reconnus. Donc, ils ont une faible interaction avec la clientèle parce que derrière, ils ne sont sollicités que très rarement par ces gens-là. Et derrière, ils vont avoir une forte degré de technique parce qu'ils travaillent énormément sur cette typologie d'opération et ils ont un track record sur le sujet qui est extrêmement fort. Donc, eux, finalement, ils vont avoir une expertise interne extrêmement forte où ils vont travailler très peu sur le coût d'acquisition client parce que finalement, on va venir les chercher par rapport à cette typologie d'opération. On va être sur une très forte rentabilité parce que derrière, on va se consacrer très largement à la technique, une technique de niche, et très peu sur de l'acquisition client. Donc là, ce qui va être pertinent, ça va être de pouvoir harmoniser les coûts et de pouvoir travailler sur les coûts de personnel pour voir finalement quels vont être les meilleurs taux de rentabilité qu'on va pouvoir dégager par rapport à cette activité. Et sur le quatrième modèle, très faible interaction avec la clientèle et très forte automatisation, on va être sur des modèles comme par exemple le cabinet Bold, le cabinet Homer ou des cabinets finalement qui ont choisi d'avoir des prestations accessibles en termes de prix, donc une forte standardisation, une politique de prix très agressive et derrière une faible interaction avec nos clients parce que nécessairement, pour que leur modèle soit viable, il va falloir qu'il y ait quand même un certain nombre de volumes. Et donc là, ce qu'on va regarder et ce à quoi on va faire attention, c'est l'acquisition client, le nombre de clients acquis de façon mensuelle, de façon semestrielle et de façon annuelle sur un secteur d'activité déterminé, ou sur une typologie de clientèle déterminée. Le coût d'acquisition client qu'on va essayer de diminuer au maximum, la vente additionnelle qu'on va pouvoir réaliser sur l'ensemble de ses clients et l'abonnement, qui va être un récurrent permanent qui doit finalement avoir un seul objectif, c'est d'atteindre le point mort entre finalement les charges fixes dont les locaux font partie, dont les collaborateurs font partie, dont les assistants et assistantes font partie, dont le BD et dont les avocats associés font partie, également des logiciels, etc. Et ils vont réaliser finalement leur augmentation enfin, leurs bénéfices, soit en augmentant finalement le volume, soit en faisant de la vente additionnelle sur des opérations exceptionnelles, notamment pour le cabinet Bold, qui leur permet derrière d'avoir un taux de levier qui est pertinent. Donc, vous voyez que sur ces 4 modèles d'avocats, qui sont les 4 plus grands modèles qu'on peut rencontrer, après, il y a des variantes, il y a des choses particulières, etc. Je ne rentre pas dans le détail, on n'est pas là pour faire un cours sur le business model des cabinets d'avocats, mais on a des choses qui sont extrêmement pertinentes, des indicateurs financiers qui vont être pertinents. Donc, en fonction du modèle que vous pouvez avoir en interne, derrière, c'est à vous de suivre les bons indicateurs. Parce qu'aujourd'hui, des indicateurs, il en existe je ne vais pas dire des centaines, mais il en existe au moins une trentaine d'indicateurs qui peuvent être pertinents par rapport à une entreprise. Ça ne sert strictement à rien de crouler sous un nombre d'indicateurs financiers qui vont totalement vous dépasser. Ce n'est pas aujourd'hui pertinent. Ce qui est pertinent, c'est de pouvoir suivre plus d'indicateurs que vous suivez aujourd'hui
pour voir si finalement votre activité est sur une bonne trajectoire ou pas. Parce que augmenter le chiffre d'affaires, mais derrière avoir un taux de rentabilité qui est dégueulasse, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai déjà vu des cabinets d'avocats qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui font 850 000 euros de charges avec uniquement 150 000 balles de rentabilité. Et de rentabilité avant paiement des associés. Donc, en gros, on fait 1 million de CA, mais on n'est pas rentable. Donc, il n'y a pas d'argent. En fait, les associés se tuent à la tâche au quotidien pour aller chercher du cash, chercher du cash, chercher du cash. Ils se sous-price au possible. Donc, ils ont pris très, 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 très bas. Et derrière, ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont ramener du marché. Ils peuvent afficher auprès de leurs confrères et de leurs conseillers, regarde, nous, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais très bien. En fait, à la fin de l'année, vous êtes deux. Vous vous divisez chacun 75 000 balles chacun. Et vous êtes finalement moins bien payé qu'un collaborateur junior chez Veiljour dans la première année. Donc ça, c'est vraiment ultra important. C'est que ça ne sert à rien de faire un chiffre d'affaires colossal si derrière, vous avez des taux de rentabilité qui sont inférieurs à 30 ou 40%. Ça, c'est une certitude. Donc, troisième point de ce webinaire, de cette conférence, ça va être vraiment sur le développement et le calcul du coût d'acquisition client. Ça, je vais faire un petit focus dessus parce qu'il y a très peu d'avocats qui voient de quoi je parle et qui voient surtout comment le calculer. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le coût d'acquisition client, c'est quoi? C'est concrètement, si vous deviez faire un chèque en blanc par rapport à un certain nombre de facteurs, combien théoriquement va vous coûter un client? Pour pouvoir calculer son coût d'acquisition client, il va falloir qu'on puisse mettre dans la balance le temps nécessaire que chaque personne a pu passer sur les opérations d'acquisition, le budget qu'on a pu investir de façon financière pour aller chercher un certain nombre de clients et potentiellement les charges fixes que vous avez, que vous allez diviser au tantième pour pouvoir avoir, entre guillemets, le coût de cette opération. On va prendre un exemple qui va être très concret. Ce soir, je fais un webinaire par rapport à la gestion financière des cabinets d'avocats. Quand je prépare ce webinaire, je me dis, OK, il y a un mois, bon, voilà, c'est un sujet qu'il faut aborder, je vais le mettre en place. Donc, je décide de le faire et là, je vais passer 1 heure à regarder comment je peux le tourner, comment je peux l'organiser, comment je peux le structurer pour que ce ne soit pas chiant et que je vous diffuse des PowerPoint que je passe, pour que ça puisse être une forme de discussion où finalement vous puissiez être captif, parce que je vois qu'on est toujours 131 et c'est que ça doit fonctionner. Et que derrière, on puisse avoir finalement un échange qui va être pertinent, alors même si vous ne pouvez pas parler, etc., mais qu'au moins on puisse discuter de ces sujets-là et que vous n'ayez pas l'impression d'avoir une présentation. Donc, je vais aller chercher un certain nombre d'informations pertinentes par rapport aux missions que Jérôme Uturi, mon cher associé, a pu réaliser avec ses équipes en conseil. Je vais aller voir un certain nombre d'informations pertinentes sur Xerfi, sur Papers, pour voir certains chiffres, pour voir les ratios qui vont être pertinents. Et je vais me baser sur l'expérience d'autres personnes avec lesquelles on a pu travailler pour voir ce qui est possible de faire. Ça, concrètement, ça me prend 1 heure et demie, 2 heures. On estime que moi, mon temps en interne vaut 110 euros. Donc, ça veut dire que là, déjà, j'ai déjà dépensé, entre guillemets, fictive, 220 euros. OK, j'ai dépensé 220 euros. Ensuite, je vais devoir créer ce webinaire. Je vais devoir créer, entre guillemets, des publications LinkedIn. Je vais devoir le diffuser sur ma newsletter. Je vais devoir l'envoyer aux avocats que j'aime bien et qui pourraient être intéressés par ce sujet-là. Je vais devoir le mettre dans mon blog de signature pour que les avocats avec qui je discute puissent, s'ils s'inscrire au sein de ma newsletter. Et ça, au sein de ce webinaire, pardon, je vais n'importe quoi. Donc ça, concrètement, j'estime que ça me prend également 2 heures ou 2 heures et demie et ça prend à peu près 2 heures ou 3 heures à l'un de mes collaborateurs. Donc concrètement, pour mettre en place ce webinaire, je vais dépenser l'équivalent de 2 heures pour la prep, 2 heures ensuite pour la diffusion et pour la mise en place sur les canaux de diffusion. Ça veut dire 4 heures de mon temps, évalué chacun à 110 euros, donc 440 euros. Et je vais prendre 3 heures de mon collaborateur, dont son temps est évalué, je raconte des bêtises, hein, ce n'est pas les vrais montants en interne, ça on regarde pour nous, mais dont son temps est évalué, je ne sais pas, pour que ce soit pertinent, donc 3 heures à 120 euros. Mon collaborateur, ce n'est pas logique, mais mon collaborateur est évalué plus cher que moi, c'est pour que le montant soit juste et qu'on puisse finalement avoir quelque chose qui est pertinent. Donc 360 euros pour mon collaborateur, 440 euros pour moi. Ça veut dire que finalement, on a un coût fictif dépensé par rapport au temps qu'on a dépensé qui est de 800 euros. Ça veut dire que concrètement, pour mettre ce webinaire-là en place aujourd'hui, ça m'a coûté 800 euros.
Mais ça ne va pas coûter que 800 euros. C'est-à-dire que ce webinaire-là, je suis en train de l'animer. Et donc là, ça va me prendre 1 heure. Et a posteriori, ça va me prendre du temps pour vous envoyer des replays, pour vous demander ce que vous en avez pensé, pour revenir vers vous, etc. Donc, une fois de plus, on va rajouter du temps. Donc, on va estimer que le budget, pour que ce soit compréhensible par chacun, ça va être un budget de 1 000 euros. Okay, donc le fait de faire un webinaire, ça coûte 1 000 euros en termes de temps. On va ajouter à ça maintenant le financier. Qu'est-ce que ça me coûte financièrement? Sur ce webinaire, je n'ai pas fait de publicité, je n'ai pas utilisé de publicité payante ou quoi que ce soit. Donc là, ma charge est à zéro. Par contre, pour pouvoir faire ces webinaires, je fonctionne par Zoom et l'abonnement est de 40 euros par mois. Sauf que sur Zoom, j'en fais 4 par mois. Donc finalement, ce webinaire-là me coûte 10 euros de plus. Donc on va dire, on va laisser à 1 000 euros pour que le truc soit compréhensible. Mais en tout cas, ce webinaire me coûte 1 000 euros. C'est plus cher que ça parce qu'il y a du temps derrière. Mais passons à 1 500 pour que ce soit plus proche de la réalité. Mais il me coûte 1 500 euros. On peut se dire, OK, en fait, ça lui coûte 1 500 euros de façon fictive. Maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi ça me coûte 1 500 euros. Parce qu'en fait, mon temps, c'est de l'argent. En fait, quand vous êtes avocat, vous avez par définition une vente de votre temps, même si au niveau de la facturation, ce n'est pas comme ça qu'il faut le facturer. Vous avez par définition 50, 60, 70 heures dans la semaine sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Et vous ne pourrez pas travailler plus. C'est-à-dire que chaque heure doit être évaluée et valorisée. Ne pensez pas que j'ai un chronomètre et que toutes les 30 secondes, on me dit Valentin, fais ça, fais ci, fais ça. Ce n'est pas vrai. Ça, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de théoriser les opérations qu'on met en place pour que vous compreniez l'importance de celle-ci. Donc, mon webinaire me coûte fictivement 1 500 euros. Ça veut dire que pour que celui-ci soit pertinent, il faut qu'il me rapporte plus que 1 500 euros. Et pourquoi je le fais chaque semaine? C'est-à-dire que chaque semaine, ça me coûte 1 500 balles. Ça veut dire que j'en fais 4 par mois, ça me coûte 6 000 euros. Ok, 6 000 euros, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'on est une société, 6 000 euros, on n'a pas que des webinaires, on fait aussi des podcasts, on écrit aussi des articles, on écrit du contenu à destination de personnes très spécifiques pour pouvoir leur donner de la valeur sur des marchés ou des choses comme ça. Ça veut dire que nécessairement, ça a été évalué. Ça veut dire que ces 6 000 euros que ça me coûte par mois de faire des webinaires, ils m'en rapportent au minimum du minimum, entre 15 000 et 20 000 euros. Ça signifie que lorsque les avocats sont inscrits en direct, aujourd'hui, comme vous êtes plus de 100, et que derrière, je vais pouvoir échanger avec eux, que je vais reprendre contact avec eux, qu'on va pouvoir parler de nos produits, qu'on va pouvoir parler des finances au sein de leur cabinet d'avocats, je vais pouvoir leur donner de la valeur par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Et a posteriori, ils pourront prendre un produit de formation, un produit de coaching ou un produit de conseil au sein de leur cabinet d'avocats. Et si je continue ces webinaires, c'est bien que depuis 6 mois, la croissance est présente, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais sur un budget neutre, on n'a jamais été non rentable sur ces webinaires, c'est-à-dire que ça me coûtait 6 000 euros et ça m'apportait 6 000 euros, et au fur et à mesure du temps, ça a augmenté. Et au fur et à mesure du temps, ça me permet aussi aux nouveaux clients d'envoyer un webinaire et derrière de leur montrer. Donc, si je prends cette action d'acquisition qu'est le webinaire, que je dispense chaque semaine, celle-ci me rapporte chaque mois entre 10 000 et 14 000 euros. Et donc, c'est pour ça que je le fais. C'est-à-dire que si ça me rapportait moins que ça, j'arrêterais de le faire. Toute opération d'acquisition doit être rentable. Si elle n'est pas rentable et qu'elle n'est pas mesurée, on doit l'arrêter. C'est-à-dire que si chaque mois, vous écrivez 4 articles et que ces articles ne vous ont jamais rapporté un client et que vous imaginez que les gens vont voir vos articles et donc c'est peut-être que grâce à ça, ils sont venus vous voir, ça n'est pas acceptable d'entendre ce genre de choses. Il faut que vous puissiez mesurer de façon financière ce que vous a coûté une action marketing et ce que celle-ci vous a rapporté. Vous arrivez concrètement très bien à le faire sur des opérations comme les salons ou comme des choses comme ça, où vous dites, OK, je vais aller au salon de la franchise, clin d'œil à une de nos clientes qui est sur la formation et qui y va dans peu de temps, où elle va faire un salon pour les franchises. Ben, derrière, finalement, ça lui a coûté, alors je ne sais pas combien ça lui a coûté, mais on va dire ça lui a coûté 10 000 euros. Si sur ces 2 jours, 3 jours de salon ou une journée de salon, je ne sais pas combien de temps ça dure, n'arrive pas a posteriori à collecter un certain nombre de leads, si elle n'arrive pas à les recontacter et si elle n'arrive pas à les convertir, elle considérera que c'est un échec et elle essaiera de comprendre pourquoi c'est un échec. Est-ce que c'est parce qu'elle a mal préparé le salon? Est-ce parce que sur le salon, elle s'est mal comportée? Est-ce parce que en fait, elle n'était pas au bon endroit au bon moment? Est-ce que c'est parce que derrière, elle n'a pas recontacté assez rapidement les gens?
Est-ce que sa proposition de valeur n'était pas assez claire? Il y a plein d'hypothèses possibles. Mais en fait, si vous ne mesurez pas ce que ça vous a apporté, vous ne pourrez pas le savoir. Donc, sur les salons, vous arrivez à le faire. C'est-à-dire que vous dites, OK, ça m'a coûté 10 000 balles. J'ai récupéré 8 clients grâce à ce salon qui ont signé 3 mois après le salon. Ils m'ont rapporté un panier moyen de 5 000 euros. Ça m'a rapporté 40 000 balles. Donc, en gros, ça vous a coûté 10 000 euros. Vous avez dû y aller une journée. On estime que votre temps est à 100 euros. Ça a coûté 10 heures. Donc, 11 000 euros. Vous avez gagné 29 000 euros grâce à ce salon. C'est une bonne chose. OK? Mais il faut vraiment avoir cette démarche avec tout ce que vous mettez en place. Que ce soit des articles, des consultations gratuites, des webinaires, des conférences, des séminaires, des associations, des BNI, des clubs services, tout ce que vous voulez, il faut pouvoir le mesurer. Si vous ne le mesurez pas, vous ne savez pas ce qui, au sein de votre activité, vous apporte du business, vous coûte de l'argent ou vous apporte de l'argent. Ça, c'est vraiment primordial. Et pour une acquisition saine, il faut réussir à tuer les canaux d'acquisition qui sont non performants, à modifier ceux qui ne sont pas assez performants et à accélérer ceux qui sont aujourd'hui très performants. Et nous, notre podcast, il nous ramène de la notoriété, il ne nous ramène aucun client, excepté les avocats qu'on va voir pendant le podcast. Parce que le podcast, en toute honnêteté, on arrive à rencontrer les avocats qui nous parlent d'eux, qui nous parlent de leur parcours, etc. Mais ce qui est le plus pertinent pour nous, ce n'est pas ça. C'est l'heure qu'on va pouvoir passer avant d'enregistrer ce podcast avec eux et l'heure qu'on va pouvoir passer après avoir enregistré ce podcast. C'est-à-dire que derrière, là, on va vraiment pouvoir parler du business de l'avocat qu'on peut avoir en face de nous, de son cabinet, du potentiel de croissance, de la stratégie de ses collaborateurs, de ses associés, des marchés, des fusions, des cessions de cabinets d'avocats et que sais-je. Et donc, c'est là que nous, on peut identifier des solutions pertinentes pour pouvoir leur vendre des prestations et les aider à performer sur leur marché. Donc ça, c'est ultra important. Si tout ça ne fonctionnait pas chez Harmonia, je vous garantis et je l'assume, on arrêterait de faire ce genre de choses et on trouverait d'autres moyens d'acquisition. Donc voilà, j'espère que ça c'est clair. Dans l'acquisition, ce qui est ultra important, c'est de voir le CAC, donc le coût d'acquisition par client. Et si ce coût d'acquisition client est trop important, il faut arrêter ou en tout cas transformer pour que derrière, celui-ci puisse diminuer ou que vous puissiez monter sur des paniers moyens qui sont beaucoup plus hauts. OK. Troisième partie, donc on a vu un petit peu les indicateurs de perf qui étaient nécessaires et les indicateurs financiers nécessaires pour créer son cabinet d'avocat. On l'a vu sur les différents modèles économiques qui peuvent exister dans les cabinets d'avocats. On le voit, on l'a vu sur l'acquisition client. Maintenant, dernière partie, on va le voir sur ce qui concerne le recrutement. En parallèle, quelques infos. Je sais que certains sont très friands de ce genre de choses. Nous, ce qu'on conseille aux avocats, alors pas sur la première année, en fin de première année, c'est bien si vous arrivez à le faire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est d'avoir au moins 3 mois de trésorerie, donc 3 mois de charges fixes, rémunération des collaborateurs et associés incluses en trésor pour que derrière, vous puissiez être au calme et bien dormir. Donc, si vous avez 30 000 euros de charges fixes, ce qui est bien, c'est d'avoir en permanence sur votre compte en banque 90 000 euros qui vont vous permettre derrière, enfin, pas sur votre compte en banque, sur votre trésorerie, et d'avoir 90 000 euros qui vont vous permettre derrière de dormir sereinement et d'avoir un développement qui va être pertinent et surtout un matelas de sécurité en cas de baisse d'une activité ou difficulté d'un associé qui pourrait vous perdre le cash. Donc, en termes de recrutement, concrètement, là non plus, il n'y a pas de science exacte. C'est-à-dire que tout va dépendre finalement de la capacité que vous avez et du temps que vous avez à développer de la clientèle et à aller chercher de la clientèle. Une règle très simple, c'est que si vous n'avez plus le temps d'aller chercher de la clientèle, c'est qu'il vous faut un collaborateur. Il n'y a pas le choix, parce qu'en gros, le job d'un associé au sein d'un cabinet d'avocats, c'est de pouvoir acquérir de la clientèle, de pouvoir structurer de façon stratégique le deal et de pouvoir faire traiter l'opérationnel par quelqu'un qui va travailler avec lui. Traiter aujourd'hui de l'opérationnel pour un avocat associé de cabinet d'affaires, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Votre job, c'est de faire bouffer les collaborateurs que vous avez. Et si vous n'en avez pas encore, votre job, c'est de pouvoir aller chercher suffisamment de chiffre d'affaires pour que vous soyez sous l'eau. Et avant ça, que vous ayez déjà anticipé le recrutement du collaborateur que vous allez faire. Concrètement, si vous travaillez seul, à partir de 200 000 euros et une rentabilité à 50%, il faut aller chercher un collaborateur. Je vous le dis, c'est nécessaire pour une simple et bonne raison, c'est que le collaborateur, lorsqu'il va arriver au sein de votre activité, il va nécessairement faire levier
sur votre acquisition. C'est-à-dire que vous allez baisser ou en tout cas stagner en termes de chiffre d'affaires. Vous n'allez pas baisser en termes de chiffre d'affaires, pardon. Vous allez baisser en termes de rentabilité sur les 2 premiers mois ou stagner en termes de rentabilité. Et a posteriori, vous allez remonter. Pourquoi? Parce que finalement, le collaborateur va faire des opérations que vous ne ferez plus. Et vous, vous aurez plus le temps d'aller vers l'extérieur pour aller chercher des clients et du chiffre d'affaires. Moi, c'est mon job, j'aime bien. Si vous voulez, mon job, c'est de représenter la société et d'aller structurer les équipes pour aller chercher du chiffre d'affaires. Et si aujourd'hui, je suis au bureau, c'est que je perds de l'argent. Et mes stagiaires, ça les fait beaucoup rire, mes collaborateurs aussi, c'est qu'en gros, quand ils me voient le matin à 8 heures et qu'ils voient que je suis là, et ils me disent ah, ok, Val, aujourd'hui, on perd de l'argent. C'est devenu limite un running gag, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes au sein de votre cabinet, et que vous n'êtes pas vers l'extérieur, à aller discuter avec des entreprises, à aller discuter avec des directions juridiques, des directions générales des DAF, vous n'êtes pas dans une démarche d'acquisition. Et donc, à partir de ce moment-là, derrière, c'est très compliqué de pouvoir faire levier. Donc, moins on vous voit au cabinet, mieux ça doit être, mais à partir du moment où c'est fait avec méthode. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut toujours être en déséquilibre avant. Ça, c'est François Mazon qui m'a dit ça encore pas plus tard qu'hier soir quand je l'ai eu au téléphone. C'est que là, on est en train de prendre des locaux avec Anonia à Sentier, on est en train de réfléchir à faire ça. Ça nous fait super peur parce qu'en fait, on va tripler, voire quadrupler nos charges fixes en termes de locaux aujourd'hui. Mais François a raison, c'est-à-dire qu'il faut toujours être en déséquilibre avant, c'est qu'on arrive à un point de stagnation, on a une super croissance, mais où derrière, en fait, on est en train de processer l'interne, etc., comme si finalement on était une entreprise déjà établie et que notre objectif, c'était plus de se faire peur. Mais si, aujourd'hui, notre objectif, c'est de se faire peur, c'est de pouvoir avancer, c'est de pouvoir créer, c'est de pouvoir se développer. Et donc, du coup, à partir du moment où vous voyez que pendant 6 mois, vous allez pouvoir réussir à vous payer et à payer votre collaborateur, en fait, il faut recruter. Et à partir de ce moment-là, derrière, vous allez pouvoir vous développer et avancer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir les moyens d'être sûr et certain, ceinture bretelle, de pouvoir payer un collaborateur pendant 1 an avant d'aller le chercher. Dès que vous avez assez de chiffre d'affaires et que vous êtes bloqué par l'opérationnel parce que derrière, vous ne pouvez plus aller acquérir ou en tout cas assez mettre en place l'opération d'acquisition pour aller chercher de la clientèle, à partir de ce moment-là, il faut recruter. Faites gaffe à ça, c'est-à-dire que ça, c'est des grands principes, c'est ce que je vous donne, c'est ce qu'on applique au sein des cabinets, on ne l'applique jamais de cette façon. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus lié à la personnalité de chacun, c'est beaucoup plus lié au marché sur lequel vous avancez, c'est beaucoup plus lié à votre activité. Aujourd'hui, vous êtes encore 130 sur le webinaire. Je ne peux pas faire de cas particuliers, je m'en excuse, mais en tout cas, il faut être conscient de ça. OK? Donc, concrètement, le webinaire est fini pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Concrètement, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est qu'il était nécessaire d'avoir une visibilité sur les chiffres d'affaires portables qu'on pouvait avoir lors de l'installation ou lors du moment où vous voulez s'installer. Ça va nous permettre derrière d'avoir une visibilité sur 6 mois et de voir si oui ou non c'était le moment pour s'installer. L'objectif, c'était de diminuer un maximum ses charges fixes pour avoir de la légèreté, entre guillemets, et au bout de 3 mois, si on rentrait du cash, de pouvoir prendre des charges qui étaient plus importantes. Ensuite, on a vu en termes de business model ce qui était possible de faire et les indicateurs financiers qui étaient nécessaires à suivre pour voir si on était sur un bon développement. A posteriori, on est passé et on a fait un focus sur le coût d'acquisition client, notamment sur une politique d'acquisition et de développement clientèle. Et enfin, on a travaillé très rapidement, bien sûr, sur le recrutement et sur les indicateurs financiers à suivre lorsque finalement vous étiez, d'ailleurs, pas les indicateurs financiers, c'est plus des indicateurs généraux qui allaient nous permettre de voir à quel moment on pouvait recruter et comment est-ce qu'on allait pouvoir avancer. J'espère que ce webinaire vous a plu. Si vous avez des questions ou que vous voulez creuser ces questions, vous êtes les bienvenus sur les formations Boost et Business Partner de la société Anomia. Si vous voulez en parler plus en détail ou au téléphone, mon numéro de téléphone est le… Non, je ne vais pas faire ça. Et vous pouvez me contacter sur contact@anomia ou sur valentin@anomia pour prendre rendez-vous et qu'on puisse discuter. En tout cas, moi, comme habituellement, je vous recontacterai a posteriori pour ceux que je ne connais pas. Et ceux que je connais, si vous le souhaitez, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça sera un grand plaisir de pouvoir échanger comme d'habitude. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un prochain webinaire sur Anomia.